à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format de Spatialiste qui est un format d'entretien de l'espace. Et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui me tient très à cœur puisqu'il s'agit de la planète Mars. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir un des spécialistes français de Mars, justement. Bonjour François Forget. Bonjour. François, on se connaît, donc on va se tutoyer pour que les viewers le sachent et que je sois tout à fait transparente sur la question. Alors toi, tu es ingénieur de formation, mais tu es désormais chercheur, directeur de recherche au CNRS. Est-ce que tu peux me dire quels sont tes domaines d'expertise et sur quoi tu travailles ? Alors moi, je m'intéresse à un peu toutes les planètes et les autres mondes, mais avec un intérêt particulier pour tout ce qui est atmosphère, climat. Donc dans le système solaire, il y a une dizaine de mondes qui ont des atmosphères, donc autant les planètes géantes. Et puis, je m'intéresse aussi aux planètes extrasolaires autour des autres étoiles. Mais j'avoue que depuis le début et encore maintenant, j'ai un intérêt particulier et une implication particulière dans l'exploration et l'étude de la planète Mars. Mais essentiellement, scientifiquement, je pense que je vais surtout m'occuper de la mission HOPE, Amal, des émissions des Émirats Arabes Unis. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette mission des Émirats Arabes Unis ? Qu'est-ce qu'elle va apporter scientifiquement, cette mission ? C'est une bonne question et c'est chouette parce que pour un petit pays comme ça, ils ont une vraie ambition scientifique depuis le début. Ils revendiquent qu'ils veulent contribuer à l'enquête sur Mars, essentiellement l'étude de l'atmosphère. Alors évidemment, ça m'intéresse. Et donc, ils ont vraiment enquêté sur quels étaient les trous dans la raquette scientifique. Où est-ce il nous manquait des données. Avec d'autres, on a répondu qu'il se trouve que par coïncidence, les missions spatiales précédentes ont surtout observé l'atmosphère qui est très active. On pourrait revenir sur Mars, mais pour des raisons techniques, à des heures locales fixes, l'après-midi, la nuit. Et il nous manque finalement observer Mars le matin, Mars en fin d'après-midi, et même d'étudier l'évolution jour-nuit. Et donc, l'un des grands objectifs de cette mission, c'est d'avoir une orbite tout à fait différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et grâce à cette orbite, eh bien, d'observer toutes les heures locales, le matin, la nuit, l'après-midi, etc. Là, c'est une mission différente. Elle se met loin de Mars. Mars fait à peu près 6400 km de diamètre. On se met entre 20 000 et 43 000 km, donc on est là à grande distance. On tourne autour, plutôt près de l'équateur, donc alors que toutes les autres missions étaient toujours à survoler le pôle. Donc on peut voir les pôles, mais de manière très oblique. Donc on se met loin comme ça. Et puis on observe Mars, on observe le disque de Mars en permanence. Alors, je peux même détailler un petit point, c'est que cette orbite particulière, donc près de l'équateur, à 25 degrés du plan de l'orbite équatorienne, eh bien, quand on descend à peu près 20 000 km, on est proche de ce qu'on appelle l'orbite, alors sur Terre on appelle ça géostationnaire, sur Mars on dit aréostationnaire, Arès c'est Mars. Et donc on tourne à la même vitesse que la planète, c'est les lois de Kepler, la gravité qui font ça. Donc pendant une douzaine d'heures, on est à peu près au-dessus du même endroit et on observe tout ce qui se passe. Comment les nuages évoluent, s'il y a une tempête de poussière qui démarre, on va voir comment elle évolue. On n'a jamais vu ça. Généralement, on prend une photo, on retourne au même endroit longtemps plus tard, un jour, voire 10 jours plus tard. Là, régulièrement, je ne sais pas, tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, on pourra regarder ce qui se passe pendant une douzaine d'heures. Après, la sonde remonte, elle remonte jusqu'à 43 000 km. Et là, elle est loin, elle tourne très lentement. Et là, Mars tourne sous elle et elle redescend. Et avec cette orbite-là, on pourra examiner tous les points de Mars à toutes les heures locales chaque semaine. On fait à peu près 3 orbites par semaine et avec cette tactique-là, on aura en chaque point une couverture complète matin, après-midi, soir, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de questions très précises que vous vous posez sur cette mission et qui pourraient apporter des réponses ? Comme sur Terre, il y a des tempêtes de sable, des tempêtes de poussière. Mais sur Mars, il y en a tout le temps. C'est assez important. Et en particulier, à certaines saisons, certaines années, on a un phénomène sans équivalent ailleurs dans le système solaire, c'est une tempête globale de poussière. Le climat, entre guillemets, explose et toute la planète se retrouve recouverte de poussière pendant des mois. Et on comprend mal finalement ce phénomène. On comprend mal pourquoi elle a lieu que certaines années mais pas d'autres. On n'a jamais vraiment compris ce qui fait que telle tempête de poussière, qui démarre toujours petite, va exploser, puis l'autre non.
Et ben, une des raisons à cela, c'est que on a du mal à suivre l'évolution des tempêtes. Tandis que là, en se mettant, comme j'ai dit, en observant l'évolution d'une tempête pendant une douzaine d'heures, puis en l'observant de manière très régulière, ça va peut-être nous aider à comprendre la physique, qui n'est pas si simple que ça, hein, parce qu'il y a ça chauffe, il y a de la convection, enfin il y a des choses qu'on ne comprend pas bien. Et on va peut-être mieux comprendre la physique de ce phénomène-là, qui est très important. Hein. Moi, nos amis ingénieurs, surtout ceux qui préparent l'exploration humaine, ils aimeraient bien que 3 jours à l'avance, ce soit capable de dire si une tempête de poussière va exploser. Cette année, donc en 2020, on va envoyer plusieurs missions vers Mars. Donc on a déjà parlé beaucoup de la mission Hope sur le climat à l'atmosphère de Mars. Et pour les autres missions, notamment les missions chinoises et américaines, est-ce que tu peux nous dire quels sont les objectifs scientifiques? Donc la mission américaine, Perseverance, le rover. Donc le but de cette mission-là, c'est plutôt d'étudier non pas la planète Mars actuelle comme Hope, mais la très ancienne planète Mars d'il y a 3 à 4 milliards d'années, que l'on peut étudier en regardant la géologie. Donc, elle va atterrir dans un ancien cratère dans lequel il y a eu autrefois un lac, des rivières à cet endroit-là. Et donc, la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que la vie a pu apparaître? On va déjà explorer cette région-là avec un certain nombre d'instruments scientifiques, un radar, un instrument pour étudier la minéralogie, des microscopes, plein de choses comme ça. Mais surtout, cette mission, par rapport à Curiosity, elle va aussi préparer le retour d'échantillons. Elle va faire des carottages, elle va prendre des petites carottes, les mettre dans des petits tubes qu'elle va sceller soigneusement et en faire des petits tas. Et normalement, dans quelques années, pour l'instant, on espère faire un lancement en 2026, on enverra une nouvelle mission qui ira ramasser ces petits échantillons qui auront été soigneusement sélectionnés et on les ramènera sur Terre. Et là, ça va être extraordinaire, c'est le Graal pour nous, des chercheurs martiens, parce que dans les laboratoires extraordinairement sophistiqués dont on dispose aujourd'hui, on peut regarder chaque petit détail. Donc, pour la minéralogie, on peut, avec un caillou, on peut retrouver l'histoire de Mars. Et puis, avec en plus cette enquête, puisque ça viendra d'anciennes dépôts au fond d'un lac, est-ce que quelque chose a démarré, une forme de vie, une chimie un petit peu étrange qui pourrait nous donner des indications sur le passage du non-vivant au vivant. Après, je dois mentionner 2 choses, qu'il y a aussi des petits aspects technologiques dans cette mission. Par exemple, il y a un instrument qui est conçu alors qui n'a rien à voir finalement avec la mission principale, pour s'entraîner à extraire du CO2 par une réaction chimique un peu compliquée, de l'oxygène. Et l'oxygène, ça sera utile plus tard pour les astronautes, pour respirer, et ça fait aussi un comburant pour les moteurs fusées qui permettront aux astronautes de revenir. Et puis, il y a un autre petit truc qui est très rigolo, c'est un petit hélicoptère, un petit drone qui est actuellement monté sous le ventre du rover et qui va être détaché, le rover va rouler. Et puis, donc, faut imaginer, c'est un truc qui n'est pas très gros, hein, cette taille-là à peu près, avec par contre des grosses hélices, deux hélices sur le même axe qui tournent dans un sens opposé, qui font à peu près 1,20 m de diamètre, qui tournent super vite parce que l'atmosphère est ténue. Et cet engin-là va voler pendant 1-2 minutes, prendre des photos, se reposer, recharger ses batteries avec les panneaux solaires et repartir. Donc ça, c'est la mission Perseverance qui est quand même très ambitieuse, qui va être amusante à regarder. Aussi bien son exploration, la préparation des échantillons, l'hélicoptère, l'oxygène, les vents, la météo, bref, plein de trucs. Ça va être assez chouette. Et la mission chinoise, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément? Oui, alors la mission chinoise, elle est à la fois ultra ambitieuse et très classique. Ultra ambitieuse parce qu'elle intègre en même temps un orbiteur, un satellite. En fait, tout le système va se mettre en orbite autour de Mars. Et dessus, il y a un gros atterrisseur qui va se détacher une fois en orbite, se poser à la surface. Et sur cet atterrisseur, sur 3 pieds avec une petite rampe, il y a un assez gros rover de 240 kg, hein, donc c'est plus gros que, pour ceux qui connaissent, Spirit et Opportunity déjà. Et donc, il va aller se promener. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'enquête scientifique, c'est assez complet sur le satellite en orbite, caméra, radar, spectromètre infrarouge pour faire de la minéralogie, étudier l'atmosphère, tout ce qui est classique, mais qu'ils vont faire à leur manière. Et puis l'atterrisseur et le rover, pareil, équipé de plein de choses. Le rover est quand même à la fois classique, mais là aussi, il y a un radar, il y a un système comparable à ChemCam et SuperCam. C'est ce fameux système où on tire avec un laser dans les cailloux pour mesurer la composition. Donc si tout marche, franchement, chapeau.
Et pour la mission européenne, du coup, qui est retardée de 2 ans, malheureusement, est-ce que tu peux nous en parler aussi? Alors je rappelle, c'est une mission européano-russe, donc une forte participation russe. C'est lancé sur une fusée depuis Baïkonour, une fusée Proton. Donc on envoie un ensemble, espérons qu'on arrive à se poser. Pour nous, c'est un vrai défi, grand suspense. Et si on y arrive, donc il y a en fait un gros atterrisseur à nouveau sur 3 pieds qui s'appelle Kazachok. Donc ça, c'est vraiment russe, avec un certain nombre d'instruments scientifiques, des dizaines de kilos d'instruments, météo, géophysique, etc. Et puis donc le rover qui lui est européen, qui s'appelle Rosalind Franklin. Et donc ce rover, alors il est équipé à nouveau des instruments classiques, mais ce sur lequel on peut insister, sa grande originalité, c'est qu'il va être capable de faire un petit forage pour récupérer des échantillons à 2 mètres de profondeur. Alors ça paraît pas profond, mais c'est quoi l'avantage? Actuellement, ce qu'on cherche, c'est des traces fossiles. Alors si on fait comme Curiosity ou comme Perseverance, donc un petit carottage dans les premiers centimètres, alors il y a peut-être des chances de trouver quelque chose, mais on pense qu'à juste quelques centimètres de profondeur, les éventuelles molécules qui restent de la vie, les molécules fossiles, elles ont été très altérées, d'une part par le rayonnement cosmique qui est un peu destructeur, milliards d'années après milliards d'années quand même. Ça peut casser les molécules et donc on ne va pas les reconnaître. Ou alors la chimie de l'atmosphère qui est assez agressive, très oxydante on dit. Mais si on va chercher des échantillons à 2 mètres de profondeur, avec un peu de chance, là, on aura des molécules qui ont été bien mieux préservées. C'est le pari qu'on fait, nous, en Europe. Merci beaucoup François pour cet entretien martien. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet entretien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne String Theory, d'activer la cloche, de mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, voire de mettre un commentaire. Et également, je vous conseille de vous abonner au compte Instagram de String Theory pour de la science et du fun chaque jour. Et je vous dis à très vite pour un autre entretien de l'espace. À très vite.